Ce sont des pays qui fabriquent beaucoup de richesses, ce sont des pays qui ont souvent beaucoup d'argent, mais comme il n'y a qu'une seule personne qui doit décider, qui doit arbitrer, qui doit tout faire, et très souvent, on a bien vu que ça ne marche pas. La preuve encore aujourd'hui, nous sommes là en train de nous plaindre tous les jours où sont passés les 14 000 milliards de francs CFA des générations futures, où sont passés les excédents budgétaires que Sassou Nguesso nous a tant vantés jusque-là. On se demande toujours, on nous dit qu'il y a des excédents budgétaires, ça veut dire qu'on a de l'argent entre 300 et 500 milliards de francs CFA, mais à côté, nous n'avons pas le niveau de vie qui va avec. Et on nous dit qu'on épargne pour les générations futures, mais au final, pourquoi accepter de souffrir aujourd'hui, alors même que ces générations futures, c'est qui? C'est des bébés noirs. Il faut s'occuper d'eux. Il faut donc une politique de gestion de la jeunesse. Il faut les éduquer, il faut les soigner, il faut les former pour qu'ils soient, comment on appelle ça, opérationnels et au service de l'État. Donc l'hyper-présidentialisme au Congo, aujourd'hui, il faut le reconnaître, a montré ses limites. Ses limites parce que ce n'est pas un président qui rend des comptes aux gens, c'est un président qui peut vous dire une chose aujourd'hui et son contraire demain. C'est un président qui passe son temps à promettre, promettre et promettre. Et très souvent, puisque ce président va avoir peur des autres, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va se transformer en dictateur, mais aussi en tyran, et aujourd'hui, je le dis souvent, en une espèce de chef de gang. Sur une chanson de rappeur congolais qui rappelle que voilà, nous sommes là, la jeunesse, on nous dit qu'on est des paresseux, mais en fait, il n'y a pas d'emploi. Quand ils doivent recruter, ils recrutent que leurs enfants, et vous avez comme ça beaucoup de jeunes rappeurs congolais qui, mais comme un peu partout dans le monde, qui utilisent la vie quotidienne pour dénoncer le tribalisme au Congo, pour dénoncer le fait que les gens qui sont compétents, on les laisse de côté, mais on préfère prendre les membres de sa famille. Et ça, c'est le gros problème de l'hyper-présidentialisme chez nous. C'est-à-dire que on ne va pas prendre des compétences parce que les compétences n'appartiennent pas à la famille présidentielle, à la famille du Premier ministre ou encore des ministres. Les ministres vont recruter les gens de leur famille, même s'ils ne sont pas compétents. Je vous ai souvent pris un exemple. Et aujourd'hui, de nombreux Congolais se rendent compte. Lorsque on nomme Christelle Denis Sassou Nguesso, directeur général de la SNPC, allez regarder son curriculum vitae. C'est pas moi qui le dis, c'est son CV. Les partisans de Christelle Sassou Nguesso ont dit, mais écoutez, c'est un haut cadre, il est clerc de notaire. Je vous demande d'aller voir vous-même sur Internet, c'est quoi un clerc de notaire? Et il faut savoir que lorsque Pascal Lissouba, mais peu importe celui qui le crée, lorsqu'on crée une entité économique, une entreprise, comme la SNPC, comme la GCAMIN en RDC, comme Elf Congo, Elf Gabon, Coraf, donc la raffinerie, Sidolou à l'époque, Ouilka à l'époque, Mantsumba, il faut aller regarder partout dans le monde quel est le CV de celui qui va arriver comme PDG, comme DG, comme directeur de ressources humaines, comme chef de service finance, comptabilité, comme assistant juridique. Parce que c'est ça le problème avec l'hyper-présidentialisme qui entraîne au tribalisme. C'est-à-dire qu'on va choisir la famille, la tribu, au détriment des compétences qu'on peut trouver dans d'autres départements. Monsieur Andeli, si je ne me trompe pas, c'est au ministère du Finance ou au ministère du Travail où on voit, je crois que c'est le ministre Andeli qui avait dit, mais moi aujourd'hui, les cadres bien formés qu'on avait, qui avant, sont en train de partir à la retraite et ils sont remplacés par des gens qui ne comprennent rien en finances publiques. Bonjour
chers téléspectateurs de R7, Didi Ivolo, votre chroniqueur pour échanger avec vous sur les différents sujets qui concernent notre pays. Et une fois de plus, j'ai pris le temps de réfléchir. Et puis aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet très, très, très important qui concerne toujours notre pays. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on échange autour. Alors, le sujet m'a été inspiré aussi par les différentes réactions qu'il y a eu au Congo suite aux festivités du 15 août 2024, festivités en lien avec l'indépendance de notre pays. Donc, on a vu le discours du président de la République parlant de la responsabilité des jeunes, la responsabilité de tout le monde, sauf de sa propre responsabilité à lui. Et d'ailleurs, les commentaires ont été nombreux au sein de la population. Alors, une fois de plus, hein, en dehors du président Mirassa et de certains leaders de l'opposition dite, semble-t-il, non parlementaire, comme si l'opposition parlementaire était plus efficace que l'opposition non parlementaire, mais en dehors en tout cas du président Mirassa et de quelques responsables politiques, on n'a pas entendu des réactions, des commentaires, des analyses venant de certains partis politiques, qu'il s'agisse peut-être que je n'ai pas vu, mais qu'il s'agisse de l'UPADS, de Yuki ou des autres. Bref, n'empêche que les Congolais, vous avez été nombreux à réagir. Et d'ailleurs, je vous laisse écouter ce Congolais qui réagit aux propos du président et en parlant de la responsabilité, il fait vraiment une analyse très intéressante. Je vous laisse écouter. Paix à son âme. Ça montre que. Et les responsables se soignent ou quand ils sont malades. À l'étranger. Donc, tous les indicateurs sont au rouge, qui nous permettent de ne pas croire à ce que dit le président aujourd'hui. Les femmes vont m'accoucher au Maroc parce que si on n'est pas sûr que quand vous rentrez le bloc d'accouchement, vous allez sortir en bon état. Voilà. Donc, il ne reste que nous, les prolétaires, ou bien les Congolais, les gens bas d'en bas, qui fréquentent ces établissements sanitaires. Donc, il y a les éléments, on peut tenir le discours, mais il y a les éléments qui ne trompent pas. Aujourd'hui, la plupart des dirigeants, des ministres qui ont dirigé ce pays, après la cessation des fonctions ministérielles, dans la plupart des cas, ils se retrouvent à l'extérieur. Ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Alors, ce Congolais, il fait du hollandisme, hein, il fait un peu comme François Hollande avait fait face à Sarkozy en disant moi président, moi président, moi président. Il rappelle les différents niveaux de responsabilité. Quand on est responsable, on ne nomme pas que les gens de sa tribu. Quand on est responsable, on ne prend pas que ses enfants. Quand on est responsable, on gère les problèmes des Congolais, on trouve des solutions aux problèmes des Congolais. Et quand on est responsable, à un moment donné, on s'est dit, bon, on a fait son temps et on part. Donc, tous ces sujets m'ont poussé à réfléchir sur une thématique. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas échanger avec les Congolais sur le président de la République, la fonction présidentielle, l'hyper-présidentialisme chez nous, en Afrique noire en général, l'Afrique francophone, mais plus particulièrement au Congo. En fait, est-ce que ce modèle politique, avec un président qui est tout puissant, qui régente tout, qui décide de tout, qui traite de tout le temps, partout. Est-ce que ce modèle, aujourd'hui, si on fait ce qu'on appelle, j'avais lu un livre quand j'étais étudiant en politique internationale, intitulé Comparative Government, c'est-à-dire les gouvernements comparés. Et je vous ai toujours dit, au lycée et à l'université, on nous a appris deux méthodes. On nous a appris deux méthodes. C'est la méthode dialectique, c'est-à-dire qu'il faut partir des considérations internes à un groupe, à un État, à une nation, à une famille, mais aussi la méthode comparative. Tiens, allez voir ce qui se passe chez le voisin. Et peut-être que ça peut nous intéresser. On le fait dans tous les domaines, hein, que ce soit la culture, le sport par exemple. Tiens, mais comment l'Allemagne fait, comment la France fait, comment le Brésil, l'Argentine, l'Italie. Et nous, comment on peut faire? Comment fait le Cameroun? Comment fait le Nigeria? Pour arriver à ce niveau-là, nous avons Eker. Pourquoi Royal Air Maroc est bien géré? Pourquoi Ethiopian Airlines est bien géré? Mais pourquoi pas Eker? Qu'est-ce qui fait que Eker est moins géré que ces compagnies-là, est moins bien géré que ces compagnies-là? Et alors, est-ce qu'on ne peut pas aller regarder les CV, le niveau de qualificatif
du patron du Maroc, de Royal Air Maroc ou encore de Ethiopian Airlines. Donc, ces deux métaux sont intéressants. Et donc, du coup, aujourd'hui, avec ce qui se passe chez nous, avec cette fonction présidentielle qui est au cœur du tout, au centre du tout, je vous rappelle que même Dieu le Père, il ne fait pas tout. La preuve, au lieu de l'invoquer directement, Dieu le Père, on invoque plutôt son Fils, le Christ. Et le Christ, d'accord, mais même si on l'invoque, il ne fera pas tout. Le Christ, pour défendre votre famille, semble-t-il que vous invoquez l'ange Gabriel, vous lui demandez au nom du Christ pour qu'il vienne, mais ce n'est pas le Christ qui vient, c'est l'ange Gabriel qui vient au nom du Christ. Donc, si vous voulez combattre les démons, évidemment, on nous a appris à l'Église qu'il faut invoquer l'archange Saint-Michel, donc au nom du Christ. Donc, le Christ serait un peu comme le premier ministre d'un président qu'on appellerait Dieu, et vous avez autour des gens qui ont des fonctions et donc qui viennent. Or, chez nous, on a un président qui a la totalité du savoir, la plénitude, et les choses ne marchent pas. Donc, aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous autour de ce sujet de l'hyperprésidentialisme et explorer comme ça, est-ce qu'il y aurait à travers le monde des modes de gouvernance, des systèmes politiques, des régimes politiques qui pourraient peut-être mieux s'adapter au Congo pour que de la Sangha au Kwilu, des plateaux à la Lekumu, eh ben, que tous les départements puissent connaître peut-être pas ce qu'on appelle le développement économique ou l'émergence, parce que, in fine, si vous discutez avec des gens, qu'est-ce qu'on entend par le développement, qu'est-ce qu'on entend par l'émergence, c'est toujours difficile. Qu'est-ce qu'on met dans le panier pour évaluer si nous sommes un pays développé, émergent ou autre. Mais par contre, peut-être qu'il y a des systèmes qui pourraient aider le Congo à être dans une dynamique de progrès. C'est-à-dire, chaque année, on peut évaluer et se rendre compte, tiens, cette année, il y a eu tant de ménages qui ont eu accès à l'électricité, il y a eu tant de ménages qui ont eu l'accès à l'eau potable, il y a eu tant de kilomètres de routes bitumées, goudronnées, pourquoi il y a eu tant de kilomètres de voies navigables qu'on a améliorées, tant d'aéroports qui ont été rénovés ou construits, tant de ports, et donc tant de Congolais ont trouvé de l'emploi. Et donc, cette année, on a pu sortir de la misère 100 000, 200 000 ou 50 000, 1000. C'est pas grave, mais chaque année, il y a une évaluation des politiques publiques. Chaque année, il y a une évaluation de toutes les entreprises au Congo pour savoir, tiens, là, vraiment, on est en train d'avancer. Ah bon? Donc, c'est quel système qu'on met en place? Aujourd'hui, par exemple, Coraf crée combien d'emplois par année pour les Congolais? euh, La SNPC crée combien d'emplois? Le port de Pointe-Noire crée combien d'emplois? euh, Le secteur privé, par exemple, on a eu cette usine de Dangote. Dangote crée combien d'emplois? Peu importe les transports publics. Donc voilà, mon sujet aujourd'hui, c'est de réfléchir autour de l'hyper-présidentialisme, ses conséquences chez nous et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Je dois rappeler aux Congolais que nous venons de célébrer notre indépendance. Donc, l'indépendance suppose que nous nous sommes dit que nous sommes assez grands, assez matures pour participer à la compétition internationale. Et les premiers qui vont nous faire entrer dans cette compétition internationale s'appellent Jaco Pango, s'appellent Fulbert Yulu, s'appellent Kikongangot, Massamba Deba, Marien Ngwabi, Yombio Pango, Ikoko, euh, Kimbalankaya, tout ce que vous pouvez imaginer, les Bernard Kolela, voilà, ceux qui sont nos premiers cadres, nos premiers responsables quand on accède à l'indépendance, qu'il s'agisse des cadres militaires ou civils. Je dois vous rappeler, et d'ailleurs, je vous laisse regarder ce livre et je vous en parle. Le livre, le titre, c'est Fulbert Yulu et le projet du parti unique, fondement historique et politique. Alors, Euh, c'est un livre qui a été publié par Congo Culture, Congo Culture, selon que l'on prononce en français ou en allemand. Ce livre m'a été donné comme cadeau par
un prêtre congolais que je connais bien, avec qui j'avais souvent des échanges sur la politique congolaise et la politique mondiale. Et puis, il m'avait fait cadeau de ce livre que j'ai beaucoup aimé à lire. Et j'étais très, très, très surpris de découvrir dans ce livre, et je vous le conseille, hein, que dès Fulbert Youlou, après les événements de 58-59, où je dis, bah alors j'en parle. Vous savez, moi je suis historien, j'ai été au département d'histoire, j'ai fait politique internationale et j'ai fait aussi les sciences sociales à Paris Descartes en France. Donc, j'ai l'habitude d'être scientifique dans mes exposés. On pourra toujours me dire, mais pourquoi il rappelle tel? Oui, nous avons l'obligation aujourd'hui de faire face à notre histoire. Ce n'est pas en cachant sous terre ou sous je ne sais pas quoi euh, notre histoire que nous allons aller bien. C'est faux. Les psychologues cliniciens vous pourront vous dire, les médecins pourront vous dire, un patient qui cache sa pathologie ne va pas guérir. On ne guérit pas par immaculé, par des miracles. Ça, c'est très peu. Même au Vatican, on fait des recherches scientifiques pour savoir si la guérison était une guérison miracle par Dieu. Donc, il faut que nous faisions face à notre histoire pour que nous puissions la dépasser et construire le Congo de demain. C'est ça ma démarche, c'est ça mon propos. Donc, les Youlou, les Opango, tout ce monde-là, les Ngwabi, les Massamadeba, les Lissouba, après les indépendances, la préoccupation, c'est de dire quel modèle d'État on va mettre en place qui va permettre le progrès, la marche vers la modernité, le développement, pourquoi pas, de notre pays. Mais cela passe par une entité incontournable. Attention, et là j'attire l'attention de tous les Congolais. Cela passe par une entité incontournable qu'on appelle l'État. Je ne le répéterai jamais assez. Nous avons épousé les formes d'État qu'on appelle les États modernes. Et un État moderne manipule la monnaie, manipule le budget, construit des politiques publiques, création d'emplois, crée des lois pour stimuler le secteur privé, peut développer son secteur public, comme les pays comme la Chine. C'est des pays qui ont un secteur public très, très, très fort. Je ne parle pas du secteur étatique, mais du secteur public, avec des exigences très claires, met en place une politique pour attirer les investisseurs euh, étranger, développe son système d'éducation nationale, puisque si vous voulez vous développer, il faut donc un système d'éducation nationale fiable, met en place des structures de santé pour que quand les gens tombent malades, qu'ils soient soignés, parce qu'on ne développe pas un pays avec des malades. Je paraphrase un peu ce Camerounais qui disait que les Camerounais ont bu l'équivalent d'un fleuve de bière, d'alcool et de champagne. Est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Une manière de dire, si vous voulez développer un pays, comme le disait souvent Lissouba, avant de transformer, il faut d'abord former. Donc, l'éducation nationale. Et donc, nous sommes entrés dans cette constellation. Et la préoccupation des pères de l'indépendance, les Tchétchélés, que je n'ai pas cité, je m'en excuse, c'était de se dire, tiens, mais quel modèle, quel système politique? Et dans ce livre, je découvre que Youlou a envoyé plusieurs délégations à l'étranger pour aller voir ce qui se passe ailleurs et faire des synthèses, dire qu'est-ce qu'il faut faire pour le Congo-Brazzaville. Un peu comme pour ceux qui ont fait les sciences sociales ou qui s'intéressent à la politique, vous avez certainement lu ce livre d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Alexis de Tocqueville est envoyé par les responsables français pour aller voir un peu comment fonctionne la démocratie américaine, comment fonctionnent les prisons aux États-Unis, parce que en France, il y avait cette problématique où on réfléchissait quel est le modèle démocratique mettre en place, parce que même en Occident, la démocratie allemande n'est pas comme la démocratie française, qui n'est pas comme la démocratie anglaise ou belge. Ce n'est pas la même chose que la démocratie canadienne, états-unienne ou encore japonaise. Voilà. Donc, on va aller voir ailleurs. Donc, Youlou va envoyer comme ça, et j'ai beaucoup aimé ces voyages, notamment auprès du Tchad et de Tombaloubaye et de la Guinée de Sékou Touré. En tout cas, vous avez beaucoup de ministres de Fulbert Youlou qui vont voyager au Tchad de Tombaloubaye et en Guinée de Sékou Touré pour essayer de voir un peu comment les choses se passent, quel est le modèle d'État mis en place, comment les choses fonctionnent. Et Youlou a été déjà là à penser avec les autres et si on allait vers un parti unique. Pourquoi? Parce que le parti unique, semble-t-il, était le modèle pour lutter contre le tribalisme, les régionalismes et qu'on puisse considérer
tous les cadres au même niveau. Donc, vous voyez bien que ce que nous vivons avec Sassou Nguesso aujourd'hui, c'était déjà la préoccupation au moment des indépendances. Ce n'est pas une préoccupation nouvelle. Et donc, avec Youlou, on a commencé à réfléchir sur le parti unique qui sera surtout matérialisé par Massamba Deba et porté à son paroxysme par Marien Ngouabi avec la naissance du PCT. Et donc, on est entré dans cette constellation du système politique tourné autour du président. Et il faut savoir que la conséquence de ce système politique, c'est que ça fabrique les hyper-présidents. C'est-à-dire un président qui décide de tout, partout, tout le temps. Tout part de lui, tout revient à lui. Et ça a été un problème pour l'Afrique, puisque le pouvoir, tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président, quel que soit le problème qui arrive dans la société. Vous ne pouvez rien faire tant que le président n'a pas décidé. Conclusion de course, les autres pensent que si les choses doivent changer, il faut donc commencer par changer une chose ou une personne, c'est-à-dire le président de la République. D'où l'émergence des coups d'État en Afrique. Et donc, dans les années 60, on a vu entre 65, si on peut dire ça comme ça, bon, il y en a eu certains avant, mais jusqu'aux années 80, il y a eu comme ça des successions de coups d'État parce que chacun pensant que le président qui est là, il concentre trop de pouvoir. Moi, quand je vais venir, je vais faire mieux, mais en fait, celui qui vient, il ne fait jamais mieux. Et c'est toujours le retour de la machine. Si bien que euh, les pays africains en général, mais le nôtre en particulier, ce sont des pays qui fabriquent beaucoup de richesses, ce sont des pays qui ont souvent beaucoup d'argent, mais comme il n'y a qu'une seule personne qui doit décider, qui doit arbitrer, qui doit tout faire, et très souvent, on a bien vu que ça ne marche pas. La preuve encore aujourd'hui, nous sommes là en train de nous plaindre tous les jours, où sont passés les 14 000 milliards de francs CFA des générations futures, où sont passés les excédents budgétaires que Sassou Nguesso nous a tant vantés jusque-là. On se demande toujours, on nous dit qu'il y a des excédents budgétaires, ça veut dire qu'on a de l'argent entre 300 et 500 milliards de francs CFA, mais à côté, nous n'avons pas le niveau de vie qui va avec. Et on nous dit qu'on épargne pour les générations futures, mais au final, pourquoi accepter de souffrir aujourd'hui, alors même que ces générations futures, c'est qui? C'est des bébés noirs. Il faut s'occuper d'eux. Il faut donc une politique de gestion de la jeunesse. Il faut les éduquer, il faut les soigner, il faut les former pour qu'ils soient, comment on appelle ça, opérationnels et au service de l'État. Donc l'hyper-présidentialisme au Congo, aujourd'hui, il faut le reconnaître, a montré ses limites. Ses limites parce que ce n'est pas un président qui rend des comptes aux gens, c'est un président qui peut vous dire une chose aujourd'hui et son contraire demain. C'est un président qui passe son temps à promettre, promettre et promettre. Et très souvent, puisque ce président va avoir peur des autres, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va se transformer en dictateur, mais aussi en tyran, et aujourd'hui, je le dis souvent, en une espèce de chef de gang. Il faut regarder les nominations au Congo. Les nominations au Congo, c'est toujours selon la tête du client. Il faut soit être de l'ethnie présidentielle, ce n'est même pas, on ne parle pas de l'ethnie du président, ou encore être parent des ministres qui est au gouvernement. Et je suis tombé sur une chanson de rappeurs congolais qui rappelle que voilà, nous sommes là, la jeunesse, on nous dit qu'on est des paresseux, mais en fait, il n'y a pas d'emploi. Quand ils doivent recruter, ils recrutent que leurs enfants. Et vous avez comme ça beaucoup de jeunes rappeurs congolais qui, mais comme un peu partout dans le monde, qui utilisent la vie quotidienne pour dénoncer le tribalisme au Congo, pour dénoncer le fait que les gens qui sont compétents, on les laisse de côté, mais on préfère prendre les membres de sa famille. Et ça, c'est le gros problème de l'hyper-présidentialisme chez nous. C'est-à-dire que on ne va pas prendre des compétences parce que les compétences n'appartiennent pas à la famille présidentielle, à la famille du Premier ministre ou encore des ministres. Les ministres vont recruter les gens de leur famille, même s'ils ne sont pas compétents. Je vous ai souvent pris un exemple. Et aujourd'hui, de nombreux Congolais se rendent compte
Lorsqu'on nomme Christelle Denis Sassou Nguesso directeur général de la SNPC, allez regarder son curriculum vitae. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son CV. Les partisans de Christelle Sassou Nguesso ont dit, mais écoutez, c'est un haut cadre, il est clerc de notaire. Je vous demande d'aller voir vous-même sur Internet, c'est quoi un clerc de notaire? Et il faut savoir que lorsque Pascal Lissouba, mais peu importe celui qui le crée, lorsqu'on crée une entité économique, une entreprise, comme la SNPC, comme la GCAMIN en RDC, comme Elf Congo, Elf Gabon, Coraf, donc la raffinerie, Sidolou à l'époque, Ouilka à l'époque, Mantsumba. Il faut aller regarder partout dans le monde quel est le CV de celui qui va arriver comme PDG, comme DG, comme directeur de ressources humaines, comme chef de service finance, comptabilité, comme assistant juridique. Parce que c'est ça le problème avec l'hyperprésidentialisme qui entraîne au tribalisme. C'est-à-dire qu'on va choisir la famille, la tribu, au détriment des compétences qu'on peut trouver dans d'autres départements. Monsieur Andeli, si je ne me trompe pas, c'est au ministère du Finance ou au ministère du Travail où on voit, je crois que c'est le ministre Andeli qui avait dit, mais moi aujourd'hui, les cadres bien formés qu'on avait qui avant sont en train de partir à la retraite et ils sont remplacés par des gens qui ne comprennent rien en finances publiques. Je vous avais cité aussi lors d'un exposé Christine Lagarde qui dit, mais moi je reçois les ministres des Finances de certains pays et les premiers ministres et je me rends compte qu'ils ne comprennent rien en finances publiques. Et donc vous avez comme ça l'hyperprésidentialisme et son pendant, le tribalisme, qui vont mettre de côté les cadres compétents, qui vont même les pousser à l'exil. Regardez la cartographie de l'immigration. Les Noirs africains, je le dis, les Noirs africains, exception faite de l'Afrique du Sud et de rares pays, mais c'est vraiment très rare, mais les Noirs africains, dont je peux prendre l'exemple du Congo-Brazzaville, sont les seuls à avoir plus de cadres compétents à l'étranger, sans papier, que dans leur propre pays. L'exemple du Congo, par exemple, vous avez beaucoup de cadres congolais qui rentrent au Congo pour essayer d'aller voir ce qui se passe et s'ils peuvent s'installer, mais ils ne peuvent pas, parce que l'environnement ne le permet pas. Et de toute manière, dès lors qu'on prend que la tribu, bien à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? Le pays ne peut pas avancer. Vous prenez le cas de la police. Donnez-moi le pays où le directeur général de la police, donc poste de la fonction publique, est resté plus de 40 ans à son poste. Il était déjà directeur général de la police sous Sassou I. Sassou revient en 27 ans. Le Congo n'a connu qu'un seul directeur général de la police et on est étonné que la criminalité puisse atteindre ce niveau. Mais c'est normal, parce que dès lors que la personne est là et la personne ne pense même pas aller à la retraite, parce que c'est la tribu, c'est la tribu classe, mais la personne n'a pas d'obligation des résultats. Il n'a pas d'obligation de résultats. Et Bongaye Bongate, toujours meilleur. Et c'est ça qui crée des problèmes dans le pays. C'est ça qui crée des conflits. Sachez-le, en essayant comme ça, et d'ailleurs, le PCT en 1968-69, quand le PCT arrive au pouvoir, c'est ce qui a été beaucoup théorisé. Hein. Le parti unique, le parti dirige l'État et le parti permettra de construire la nation. Le parti noie les rivalités ethniques, tribales, régionales, mais on sait très bien qu'on a fait l'autruche pendant longtemps. Parce que de toute façon, dès lors que la démocratie est arrivée, entre griffes, pseudo-démocratie est arrivée en 1991-92, on a bien vu que la composition des partis politiques a repris cet élan tribal. Et donc aujourd'hui, l'effort, c'est de dire quel est le nouveau contrat social, qu'est-ce que nous allons mettre en commun, de sorte que demain, lorsqu'on parlera d'un Congolais, on verra d'abord l'identité nationale avant de voir les appartenances tribales. Je ne suis pas en train de dire qu'on va faire disparaître les tribus. Dans aucun pays du monde, on a réussi à faire disparaître les tribus. Même pas les pays comme la France qui est un modèle d'un pays centralisé.
Mais en France, les Bretons ils se reconnaissent entre eux, les Alsaciens entre eux, les Corses entre eux, et, et j'en passe. Christ Portefeuille, ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, aimait à rappeler que je suis un Auvergnat, si je ne me trompe pas. Et puis même Jean Lassalle, député français pendant longtemps, et, bon, il a été souvent sanctionné, mais il prenait un malin plaisir de chanter en patois, son patois à lui, à l'Assemblée nationale, même si c'est interdit, une manière de revendiquer les identités régionales. Mais attention, si vous dites à Jean Lassalle qu'on va maintenant parler la langue de son bled, il dira non, c'est le français. Donc, moi, je ne suis pas en train de vouloir gommer les tribus, mais je dis le modèle de l'État central qu'on a eu depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 64 ans, ne nous a pas donné les résultats escomptés. Ce modèle a créé un hyper-président qui décide de tout, tout le temps, et aujourd'hui, ça montre ses limites. Alors, dès lors, qu'est-ce qu'il faut faire? On en a brossé ce tableau. On fait quoi? Est-ce qu'on continue avec Brazzaville, qui doit décider des inondations à Ouesso, comme si ce sont les Brazzavillois, j'entends par là le pouvoir installé à Brazzaville, qui comprend mieux les préoccupations des gens de Ouesso ou de la Likwala ou les gens de Pointe-Noire. Alors, Pointe-Noire peut-être, puisqu'il y a le pétrole, ils y vont souvent parce qu'ils doivent siphonner le pétrole. Mais prenez les plateaux. Ça fait combien d'années on nous parle de la pomme de terre Bateke? Et pourquoi on ne peut pas le développer? Mais parce que c'est les pommes de terre Bateke et ce sont les Mboshi qui sont au pouvoir. Donc les Mboshi ne sont pas contents de développer une agriculture de pommes de terre alors que ça se trouve sur les terres Bateke. Vous voyez? On voulait même nous parler d'une construction de raffinerie de pétrole à Ouesso. Comme ça, on aura notre raffinerie. Mais notre, nous, c'est qui? Le nous, Bissau, Yeto, ça doit être les Congolais. Et les autres, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà des 342 000 km². C'est comme ça que nous devons raisonner aujourd'hui. La raffinerie peut être à Pointe-Noire. Une fois que les produits sont raffinés, on sait que les besoins de la Likwala et de la Sangha sont ceux-là. Et donc, quel stock on va transporter de carburant, d'essence, diesel, pétrole lampant, quand bien même qu'il faut dépasser le pétrole lampant, il faut aller vers les énergies renouvelables, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on n'a pas besoin de dire aux gens que on a trouvé du pétrole derrière la maison de Denis Sassou Nguesso, alors qu'on voulait transporter le brut de Pointe-Noire vers la cuvette ouest pour faire croire aux gens qu'il y a une forte production. Parce que moi, j'étais le tout premier à contester les données qui ont été euh, produites à l'époque en disant qu'on a découvert des puits pouvant produire jusqu'à 900 000 barils par jour, alors qu'il n'y a que des pays comme l'Arabie Saoudite ou encore la Russie, mais très peu des pays qui ont cette production-là. Bref. Donc, on voit bien qu'il faut raisonner en termes de nous, nous Congolais, et les eux, ben, c'est les autres, ce sont des étrangers, et à ce titre, peu importe où on se trouve, on est chez soi. On est dans son pays. On n'a pas besoin de savoir si on vient de la Boyenza ou des plateaux, ben, ou encore si on vient du Poul ou de la Sangha. Donc, l'homme qui est à Brazzaville ne peut pas mieux connaître, même s'il est Boshi, même s'il est Bomitaba, même s'il est Congo, Teke, mais dès lors qu'il est produit, pur produit de Brazzaville, pour ne pas parler comme Alain Aquala, pur produit de Poto-Poto, mais même si il vient de telle ou telle tribu, mais il n'est pas mieux placé que ceux qui sont sur place pour bien connaître les problématiques, les attentes, les questionnements des populations. Donc aujourd'hui, je réfléchis en me disant, et si nous allions vers moins d'hyper-présidentialisme? Et c'est vraiment une question sérieuse. Si nous pouvons réfléchir pour se dire, tiens, et d'ailleurs, je crois que Pascal Lissouba, père son âme, parlait déjà des politiques de décentralisation. Alors, on peut déjà commencer par la déconcentration des administrations, parce que nous avons les préfectures. Mais nos préfectures ne savent pas c'est quoi les fonctions d'une préfecture. Regardez un pays comme le Congo, 342 000 km², 99% des démarches administratives se font où? À Brazzaville. Alors même que dans tous les départements, vous avez une préfecture. Mais il faut expliquer aux Congolais, c'est quoi la compétence d'une préfecture?
Dans une préfecture, qu'est-ce qu'on fait? Je vous prends l'exemple du sous-préfet d'Oyo qui s'est fait cambrioler. Et c'est assez amusant de voir le sous-préfet d'Oyo qui s'adresse aux autorités en demandant aux autorités d'assurer beaucoup plus la sécurité des édifices publics. Mais en fait, le sous-préfet s'adresse à qui? Puisque l'autorité, c'est lui. Sur le territoire de la sous-préfecture d'Oyo, c'est lui le pouvoir civil, mais c'est aussi lui le pouvoir militaire. Donc, quand il s'adresse aux autorités, mais en fait, il s'adresse à lui-même. C'est comme si un père de famille est en train de dire aux gens, ma maison a été cambriolée, je demande quand même à ce père de famille de mieux assurer la sécurité de la maison. Mais il s'adresse à qui? Donc, ça montre que ce sous-préfet ne sait même pas c'est quoi un sous-préfet. C'est lui le représentant du président de la République, du Premier ministre et de tous les ministres sur son territoire de sous-préfecture. Et donc, l'homme d'Oyo n'a pas besoin d'aller à Brazzaville pour faire une carte d'identité. Il n'a même pas besoin d'aller à Brazzaville pour faire un passeport, parce que les compétences de toute la République se trouvent dans la sous-préfecture ou dans la préfecture. Donc, lorsque vous êtes dans telle ou telle localité où il y a une préfecture et que vous êtes obligé d'aller à Brazzaville pour faire les démarches à tel ou tel ministère, ça suppose que le Congo est sous-administré et que vous avez des édifices publics qui sont, on appelle ça les éléphants blancs, c'est-à-dire que vous avez un préfet, mais personne ne sait à quoi sert cette préfecture-là. Donc, déjà, la déconcentration des pouvoirs de l'État suppose qu'il faut donner aux préfectures, déjà, certaines compétences pour que les gens ne viennent pas tout le temps à Brazzaville. Mais on peut aller plus loin, je vais vous parler de Pascal Lissouba. Ce sont déjà les politiques de décentralisation. Alors, c'est quoi cette histoire? En fait, le modèle par excellence d'un pouvoir centralisé, c'est la France. Vous n'avez pas plus de modèle centralisé comme la France. Et les autres. En France, l'État est hyper centralisé et fonctionne de manière autoritaire, du haut vers le bas. C'est un modèle très pyramidal. Depuis 1958, nous vivons dans la Ve République. Cette république a été imaginée par un homme pour un homme, Charles de Gaulle. Le président en est la pierre angulaire, à l'image d'un monarque. Dans cette république, le pouvoir du gouvernement prime sur le pouvoir du Parlement. La séparation des pouvoirs théorisée par Montesquieu n'est pas effective. En France, il n'existe officiellement qu'un seul peuple et qu'une seule langue. La diversité n'est pas acceptée. Et trop souvent, les termes république et démocratie sont assimilés. Ce sont pourtant deux choses différentes. Aujourd'hui, le centralisme est considéré comme une fatalité, alors qu'il n'est qu'un choix politique. 5e ou 6e. Qu'importe le numéro, nous voulons une république fédérale. Au contraire de l'État centralisé, le fédéralisme partage le pouvoir législatif entre l'État et les régions. Dans une république fédérale, l'État central conservera le pouvoir législatif sur les compétences régaliennes, droit du travail, armée, diplomatie, police, justice, ainsi qu'une partie de l'éducation et de la santé, et la Bretagne réunifiée s'occuperait du reste. Le fédéralisme a plusieurs avantages. Il est plus démocratique, car il rapproche le pouvoir des citoyens. Il est plus efficace, car il s'adapte aux réalités de chaque territoire. Et il est plus respectueux, car il reconnaît la diversité des minorités. Et vous D'autres ont d'ailleurs copié le modèle français de la centralisation du pouvoir. Et donc, c'est depuis Paris qu'on décide de tout. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la politique française ou ceux qui habitent la France, vous voyez bien le conflit souvent entre Paris et les provinces. Marseille, Rennes, et ainsi de suite. Voilà. Donc, les Parisiens renvoient quand même une idée, une image d'arrogance, et ça renvoie à la violence des fois, parce que c'est depuis Paris qu'on décide pour les plus de 500 000 km², plus de 60 millions d'habitants, et tout est décidé à Paris. Ça, c'est pas, voilà, à un moment donné, ça en a été trop. Et d'ailleurs même, on a bien vu que pour certaines réalités, le gouvernement français à Paris n'avait pas la maîtrise des données sur le terrain. C'est-à-dire qu'on pensait que les choses se passaient de telle ou telle façon, mais en réalité, quand on arrivait sur place, on était totalement dans l'erreur. Mais ce n'est pas méchant. En soi, ce n'est pas méchant. En termes scientifiques,
en termes de sciences sociales, en soi, c'est pas méchant. Mais il faut mettre une équipe au travail. Et c'est ce que François Mitterrand va faire. Et François Mitterrand va initier, dès le début des années 1980 en France, ce qu'on va appeler les politiques de décentralisation. C'est-à-dire que ce n'est pas possible pour un État central, depuis ses bureaux dans la capitale, de maîtriser, de savoir, de connaître, d'avoir toute l'efficience d'une problématique qui se passe à des milliers de kilomètres. Même si on parle à la télé, même s'il y a des gens qui viennent vous expliquer. Il est peut-être préférable de transmettre aux autorités territoriales les compétences dans certains domaines pour décharger l'État et donc permettre à ceux qui sont au plus près des populations de prendre les décisions en toute connaissance de cause. Mais on ne transmet pas les compétences en disant, bon, un tel va faire. Non, tout ceci nécessite une modification de la Constitution et des lois pour accompagner la décentralisation. La décentralisation se fait par les lois et il y a un contrôle qui est exercé. Donc, il faut qu'on puisse réfléchir ensemble quelles sont les compétences qu'on va donner à la mairie, qu'est-ce que la mairie peut gérer, sachant que le maire, officier d'état civil, a une double casquette, à la fois un élu local, en tout cas de sa commune, de sa ville, mais aussi le représentant de l'État. Le premier représentant de l'État dans une ville, dans une commune, c'est monsieur ou madame, monsieur le maire ou madame la maire. Donc, dès lors que la mairie jouit d'une double compétence, quelles sont donc des choses qu'on va attribuer à la mairie? Qu'est-ce que la mairie peut gérer parce qu'elle est au plus près des populations? Parce que lorsque il y a des inondations dans une ville, dans un quartier, c'est le maire qui est dérangé en premier lieu. Et donc, quelles compétences on donne au maire de la ville, mais quels moyens aussi on lui donne, quel budget on lui donne. Et au niveau du département, avant c'était les régions, quelles sont les compétences qu'on va donner au département, le département du Poul, de la Likwala, de la Sangha, le chef du département, comment il est élu, comment il est choisi, qu'est-ce que le conseil départemental, je vous parlais de la mairie, mais c'est quoi le conseil municipal aussi? Le conseil municipal travaille sur quoi? Parle de quoi? Et des fois, quand vous regardez les comptes rendus des réunions, des fois je les regarde de quelques mairies chez nous, vous sentez que c'est des gens totalement déconnectés de la réalité alors qu'ils sont à côté. Pour vous prendre un exemple très simple, replongez-vous il y a quelques mois. Des enfants sont en train de mourir à Dolisie de la shigénérose. Ce n'est ni la mairie de Dolisie qui donne l'alerte, ni le département du Niari qui donne l'alerte, ni la préfecture du Niari qui donne l'alerte. Ce sont des simples citoyens qui se mettent à publier sur la toile que nous, ici à Dolisie, on ne comprend pas, il y a un problème. Et les premières interventions vidéo, c'est moi, votre serviteur, Mouni Ivolodité, qui interpelle le gouvernement et qui interpelle même l'UPADS dans Dolisie et le fief. Vous voyez, ce ne sont même pas les partis politiques. Donc, il y a une forme d'irresponsabilité collective dans notre pays, mais peut-être générée par l'hyper-présidentialisme qui ne permet pas aux compétences et aux individus d'exprimer toute la plénitude de leurs compétences là où les individus sont, qu'ils soient nommés ou qu'ils soient du monde privé ou encore de la société civile. Donc aujourd'hui, il faut repenser notre modèle politique, politique dans le sens large, de sorte que les compétences puissent s'exprimer, puisque l'hyper-présidentialisme les tue. Rappelez-vous du ministre Ibombo, je crois, le ministre de la Justice, qui dans une courte vidéo vous dit « Moi, juste Ibombo, je n'ai aucune vision, je n'ai aucune lumière. Je ne fais que matérialiser la vision du président de la République. » Père, il est là. Vous marcherez. C'est la vision. Tout ce qu'on fait, c'est sa vision. Voilà. Ça n'a jamais été la vision d'Ibombo. C'est la vision du ministre, du président Denis Sassou Nguesso de la République. Ibombo n'a pas de vision. Il n'en a jamais eu une. C'est lui qui a la vision et nous on est là, on se bat pour matérialiser la vision du chef. Très bien. Mais félicitations, merci, monsieur papa. le ministre. Ne me demandez pas si j'ai une lumière, je n'en ai pas. Mais ce monsieur, dans n'importe quel pays, serait viré du gouvernement. Puisque le président lui-même ne peut pas tout gérer. Asie Dominique de Marseille vous a donné la définition de la fonction présidentielle qui est totalement fausse. La définition du président de la République vue par
le dictionnaire d'Asie Dominique de Marseille, ce qui est totalement faux. Le président n'est pas là pour réfléchir, il est là pour décider. C'est très faux. Vous ne verrez pas un président dans le monde qui ne réfléchit pas. Bon, maintenant, on a compris que Sassou ne réfléchit pas. Il attend qu'on lui apporte 3 solutions pour qu'il décide. Or, tous les ministres disent que eux, ils n'ont aucune pensée. Ils n'agissent que sur ordre du président. On est là dans un système, on ne comprend plus rien. D'un côté, on nous dit que le président ne réfléchit pas, il décide. Mais de l'autre, ceux qui sont censés lui apporter des solutions disent qu'ils agissent en son nom. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la solution, c'est ce que je vous apporte. Il faut repenser le système politique au Congo de sorte qu'il y ait des pôles de pouvoir, c'est-à-dire que Brazzaville ne peut plus tout concentrer. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et ce n'est pas une personne qui le fera. C'est toute une réflexion de la société civile, du monde des intellectuels, du monde des affaires. C'est-à-dire quel environnement politique, économique, social nous allons mettre en place et quels sont les pouvoirs qu'on va attribuer à telle ou telle entité pour que les choses marchent le mieux possible. Donc, la décentralisation peut répondre à ça, c'est-à-dire un transfert des compétences et des moyens budgétaires aux mairies, aux départements et aux préfectures. Et ça, on peut le faire. Après, il y a un modèle, j'allais dire, qui est encore plus excellent que la décentralisation, parce que même en France où on a fait la décentralisation, on voit très bien que la capitale garde encore trop de pouvoir. Et d'ailleurs, vous avez des responsables politiques en France qui parlent de la 6e République, c'est-à-dire qu'il faut aller vers une 6e République qui crée beaucoup plus de marge de manœuvre au territoire. Et ce modèle qu'on peut quand même expérimenter aussi chez nous, il faut aller réfléchir, c'est par exemple le fédéralisme. Pourquoi n'irons-nous pas vers le fédéralisme, c'est-à-dire chaque département que nous avons aujourd'hui constitue un État fédéré. Donc, le modèle que je vous propose aujourd'hui, mais il faut en débattre. C'est pas que on le dit, on le fait. Non, on débat, on prend le temps de réfléchir, de changer les choses. C'est un modèle d'un État fédéral, c'est-à-dire que chaque département devient un État fédéré. Alors, je ne suis pas là pour vous faire un cours sur ce qu'est le fédéralisme, mais chacun peut aller regarder ce que c'est le fédéralisme. Je vous invite à regarder cette carte des États fédéraux dans le monde et nous poursuivons notre discussion, analyse. Quand vous regardez la carte du monde, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'États fédéraux. Alors, l'exemple en Afrique, je pourrais prendre surtout 2 exemples, l'Éthiopie et le Nigeria. Alors, le Nigeria, après ses indépendances, a connu un épisode très sévère qu'on appelle la guerre de Biafra. Chacun peut aller regarder l'histoire de cette guerre-là. Et l'une des solutions pour mettre fin à cette guerre a été le fédéralisme, c'est-à-dire que reconnaître les entités régionales comme faisant partie d'un ensemble qu'on appelle le Nigeria, mais qui ont des particularités propres. Et ces entités ont aussi la responsabilité d'utiliser les compétences que donne l'État fédéral pour leur propre succès. C'est-à-dire que le Nigeria, l'Éthiopie, pareil, en Éthiopie, pour mettre fin aussi, entre autres, au conflit entre les tribus ou les ethnies, on a créé, si je ne me trompe pas, en 1998, il faut aller vérifier, l'Éthiopie est devenue un État fédéral. L'État fédéral est un système dans lequel un État est composé de plusieurs États fédérés qui disposent d'une certaine autonomie, mais qui sont toutefois soumis au respect de la Constitution fédérale. Et de manière générale, 3 grands principes se retrouvent dans les États fédéraux. Le principe d'autonomie des États fédérés, le principe de participation des États fédérés, et enfin le principe de superposition de l'État fédéral sur les États fédérés. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces 3 principes: autonomie, participation, superposition. Commençons par l'autonomie, le principe d'autonomie des États fédérés. Eh bien, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que, dans certaines matières, les États fédérés doivent disposer d'une sphère de compétences propre et exclusive. Il n'y a que ces États fédérés qui peuvent agir dans ces domaines. L'État fédéral ne peut alors intervenir. Ainsi, ce principe d'autonomie se dédouble en 3 types d'autonomie différents.
une autonomie constitutionnelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils élaborent leur propre constitution. Ainsi, on trouve donc la constitution de l'État de Californie, la constitution de l'État de New York. Dans cette constitution, on va avoir toutes les règles relatives au fonctionnement de l'État fédéré en question. Mais attention, cette constitution de l'État fédéré doit être distinguée de la grande constitution, de la constitution qui se trouve au niveau fédéral, la constitution fédérale. Donc, cette première autonomie, autonomie constitutionnelle. Deuxième autonomie, autonomie législative. Cela veut dire que l'État fédéré, par l'intermédiaire de son parlement local, va pouvoir prendre des lois dans tel ou tel domaine. Une troisième autonomie, l'autonomie juridictionnelle. Cela veut dire que l'État fédéré a ses propres juridictions, que l'État fédéré a ses propres tribunaux. Ça, c'était le principe d'autonomie. Deuxième principe, la participation, principe de participation des États fédérés. En effet, les États fédérés participent au pouvoir de l'État fédéral. Ils ont le droit de participer à l'élaboration du droit au niveau fédéral. Tous les États fédérés collaborent avec l'État fédéral. Par conséquent, ils peuvent ainsi participer à la rédaction ou à la révision de la Constitution fédérale. En outre, ils participent à l'élaboration de la loi au niveau fédéral. Aux États-Unis, on a deux chambres. Dans le Parlement, on a la Chambre des représentants et le Sénat. Ces deux chambres, c'est au niveau fédéral. On a deux chambres, Chambre des représentants et Sénat. La Chambre des représentants, ça représente les citoyens. Et le Sénat américain, lui, en revanche, représente les États fédérés. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a 100 sénateurs aux États-Unis, et il y a 2 sénateurs par État fédéré, donc 2 fois 50, 100. 100 sénateurs aux États-Unis, donc le Sénat représente les États fédérés. Enfin, le troisième principe, c'est le principe de superposition. Cela implique que dans tout État fédéral, il y a nécessairement deux ordres juridiques qui se superposent. Celui de l'État fédéral, l'ordre juridique de l'État fédéral, et l'ordre juridique des États fédérés. Ça fait deux ordres juridiques qui se superposent. Il est donc impératif d'établir, au niveau de la Constitution fédérale, la grande Constitution, quels sont les domaines dans lesquels l'État fédéral peut intervenir seul, quels sont les domaines dans lesquels les États fédérés peuvent intervenir seuls, et quels sont les domaines qui sont partagés par l'État fédéral et les États fédérés. Ainsi, aux États-Unis, par exemple, la Constitution américaine fédérale nous dit que dans tel domaine, l'État fédéral est compétent, et la Constitution nous dit ensuite que les autres domaines, cela relève des États fédérés. Ainsi donc, le fédéralisme est fondé sur trois principes: autonomie, participation, superposition. Or, aujourd'hui, peut-on croire que l'Éthiopie et le Nigeria, qui sont des États fédéraux, vivent moins que nous, les Congolais, qui sommes un État centralisé avec un hyper-président? Les États-Unis, qui sont des États fédérés, donc les États-Unis, c'est un État fédéral avec des États fédérés, est-ce qu'ils sont plus pauvres que les autres? C'est la première puissance du monde. En Allemagne, pareil. La Suisse, qui est un tout petit pays de quoi? De 41 000 km², 8 900 000 habitants, est un État fédéral. Bon, en Suisse, on parle même de confédéré, mais voilà, on va se limiter là. La Belgique, les Pays-Bas, pareil, c'est le fédéralisme. Alors, déjà écarté de la tête que fédéralisme veut dire séparation, régionalisme, tribalisme, c'est faux. On a déjà beaucoup plus de tribalisme aujourd'hui. Nous n'aurons pas plus de tribalisme dans la décentralisation ou dans le fédéralisme. Donc, nous ne serons pas plus divisés avec un État fédéral ou avec des États fédérés que nous le sommes aujourd'hui avec le tribalisme et le régionalisme. D'ailleurs, fédérer, c'est quoi? C'est réunir, unir, coller, être ensemble, travailler ensemble. Donc, déjà, lorsqu'on parle d'un État fédéral, si nous sommes des États fédérés, ça suppose que nous avons une constitution unique. Et pourquoi la constitution américaine ne bouge pas? Mais parce que ce sont des États fédérés. Et donc, un seul État n'a pas le pouvoir de changer la constitution et faire ce qu'il veut. C'est d'abord, dans un État fédéral, quand vous êtes des États fédérés, il y a d'abord la question du respect. Il y a la question de la mise en commun des moyens, tout en reconnaissant les particularités de chaque État fédéré. L'État fédéral, c'est peut-être le modèle aujourd'hui. Et regardez à travers le monde, la plupart des pays avancés, développés, ce sont des États fédéraux. Donc, quand vous regardez la plupart des pays du monde, il y a plus d'États fédéraux où ça se passe plutôt bien,
Et vous avez des États centralisés. Par exemple, les États africains sont de l'Afrique francophone. C'est souvent des pays centralisés. Et on voit bien que cette centralité pose problème aujourd'hui. Mais attention, quand on dit les États fédérés, mais un État, donc un département qui devient un État fédéré, n'a pas le pouvoir régalien. Attention, la justice reste au niveau de l'État central, donc Brazzaville. Donc, le gouvernement, pour schématiser, pour que les gens comprennent, le gouvernement de Brazzaville reste le gouvernement central. Et dans chaque département, ce qu'on appelle le conseil municipal, le conseil départemental devient donc l'assemblée régionale ou voilà, de l'État fédéré. Et donc, le président du conseil départemental devient soit le président de l'État fédéré, soit le premier ministre, peu importe le titre qu'on va lui donner. Mais il y a des pouvoirs qui restent au niveau central, comme l'armée, la police nationale, la diplomatie. Alors, j'ai envie de dire l'économie et les finances, mais c'est surtout la monnaie. Donc, l'État fédéré n'a pas le monopole de la monnaie. La monnaie reste au niveau central. Et donc, on peut aller regarder comment ça se passe aux États-Unis, au Canada, au Nigeria, en Éthiopie, en Somalie, qui est aussi un État fédéral, et comment les choses se passent. Pour matérialiser les choses chez nous, il n'est pas concevable que des départements entiers soient laissés à l'abandon, et je cite souvent l'exemple de la Sangha et de la Dikwala, mais aussi des plateaux, qui sont des départements souvent laissés à l'abandon parce que tout est concentré, dans la plupart des cas, entre Brazzaville et Pointe-Noire, parce que les présidents aiment voyager dans ces contrées-là. On peut aussi citer la cuvette, hein, quand vous regardez la situation de Moussaka, la situation de nos communes et villages le long du fleuve Congo, c'est pas normal. Alors que dans ces lieux, il y a bien des compétences qui peuvent s'exprimer. Donc, ce transfert de pouvoir vers les départements permet aux compétences de s'exprimer, mais dans le cadre de la loi. Il y a une chose qui doit primer, ce sont les institutions et c'est la loi. Rappelez-vous quand on a dit à Barack Obama, premier président noir aux États-Unis, de quoi l'Afrique a-t-elle besoin pour avancer? Obama a dit l'Afrique a besoin des institutions fortes et non pas des hommes forts. Le problème de l'Afrique, c'est que vous avez des hommes forts. Mais Barack Obama parlait de l'hyper-président. Or, ce ne sont pas les institutions. Dans le fédéralisme, les pouvoirs de chacun sont limités et c'est dans le cadre de la loi et des institutions. Lorsque vous avez fait vos 2 mandats, vous devez partir, même si vous êtes le plus brillant. Même si vous êtes le plus brillant, vous devez partir. L'alternance, c'est sacré, c'est sacralisé. Aujourd'hui, même au niveau du parti, vous avez des secrétaires, les premiers secrétaires qui sont des saints, des puissants, qui ne bougent pas. Près de 10 ans, on ne fait pas le congrès, mais il est toujours là. Et si vous le critiquez, il vous menace. Et donc, c'est ce système qu'il faut remettre en question. Et bâtir un nouveau système qui pouvait être de la décentralisation, mais ça risque d'être limité, mais qui sera plutôt le fédéralisme. Le fédéralisme qui veut dire on est tous ensemble, on est des États fédérés, on vit ensemble, on travaille ensemble et nous mourrons ensemble si on est attaqué par l'extérieur. Et dans chaque État fédéré, on va donc aller voir les compétences qui existent, on va voir sa capacité à créer de la richesse, à créer de l'emploi, et de toute façon, l'État fédéral, l'État central, aura donc une loi fiscale, ça a toujours existé, de sorte que le surplus généré par tel ou tel département viendra en complément de ce qu'un autre département n'arrive pas du fait de sa situation géographique, du fait comment on appelle ça, de sa topographie ou encore de la structure de la population qui ne permet toujours pas. Regardez un pays comme les États-Unis. Le Texas est jaloux de son industrie pétrolière. À chaque fois qu'un président américain a voulu mettre, comment on appelle ça, des lois pour limiter la production du pétrole au Texas, il s'est ramassé les foudres des Texans. À chaque fois qu'il a voulu contrôler les armes
il s'est ramassé les foudres des Texans, mais lorsqu'il faut aller conquérir le monde, on n'a jamais entendu des Texans dire « Ah, mais nous, de toute façon, on n'aime pas ce président-là, donc nous n'irons pas. » Les Américains ont un sentiment national fort, alors que ce sont des États fédérés. Les Canadiens, les Suisses ont un sentiment très fort de leur propre pays, alors que ce sont des États fédérés. Donc, une fois de plus, chassez de vos têtes tout ce que vous entendrez comme les démons du fédéralisme, c'est faux. Aujourd'hui, notre problème, c'est comment limiter les pouvoirs du président de la République, peu importe la personne qui sera au pouvoir, qu'il s'appelle Denis Sassou Nguesso ou pas, qu'il s'appelle telle ou telle personne, qu'il vienne de tel ou non, l'hyper-président, ce n'est pas possible. L'homme irremplaçable n'existe pas. Il y a aujourd'hui au Congo des hommes et des femmes qui peuvent mieux gérer le pays que le pouvoir que nous avons. Et il est grand temps aujourd'hui, comme le pouvoir PCT va vers sa fin, il est vraiment grand temps aujourd'hui de réfléchir sur le modèle qui viendra après la chute du PCT pour ne plus repartir dans du tribalisme, dans du régionalisme et qu'on puisse faire parler les compétences de tous les Congolais. De Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Komono. Et que le fédéralisme permet donc aux populations d'un territoire d'être acteurs de leur développement, de leur progrès. Comment? Un exemple simple. Tous ceux qui habitent Pointe-Noire, c'est des Ponténégrins. Les Ponténégrins, ce n'est pas les Vili-Yombe. Avec leurs cousins Bakouni, Bapounou, Balumbo, Babouissi. Non, les Ponténégrins sont tous habitants de Pointe-Noire. Dès lors qu'il a la carte nationale congolaise, la carte d'identité congolaise, il est Ponténégrin. Et donc, il est acteur de l'économie, du social et de la politique à Pointe-Noire. C'est ce que permet le fédéralisme. Et donc, à ce titre, il défend les intérêts de Pointe-Noire. Toute personne qui habite au Ouesso, eh bien, il est habitant de Ouesso. Et donc, il défend le développement social et territorial de son environnement. Quand aux États-Unis, en Amérique latine aussi, mais surtout aux États-Unis et au Canada, quand vous entendez les gens, peut-être parce qu'ils parlent anglais, mais il faut aller comprendre ce qu'ils disent. Quand ils disent « my community », I have to protect my community. Il n'est pas en train de parler de sa communauté noire ou de sa communauté blanche. Très souvent, il parle de sa communauté territoriale, c'est-à-dire son territoire. This is our community, our group. Donc, we the people. Mais de qui on parle, de quoi on parle? Quand on dit nous, le peuple, c'est le peuple qui habite Ouesso. Lorsque cette jeune fille a été enlevée et assassinée par des gens, mais c'est tout le Congo qui était en émoi. Et c'est ça qu'on veut voir au Congo. Et c'est tous les habitants de Ouesso qui étaient en émoi. Vous voyez? Donc, ce sont des sujets de sciences sociales et de sciences politiques que nous devons mettre sur la table. Les dangereux, ce sont ceux qui vous disent « Ah non, 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 on ne peut pas en débattre hein, parce que ça va créer plus du tribalisme. » C'est faux. Ça fait 64 ans. On a mis ces sujets-là sous la terre. Eh bien, ça fait 64 ans, on n'arrive pas à traiter du tribalisme chez nous. Si vous voulez que le tribalisme disparaisse, il faut l'attaquer de façon frontale. Le Christ nous a appris à ne pas fuir nos démons, nos péchés. Il a dit, il faut les affronter. Tu prends ta croix, réunis-toi toi-même et suis-moi. La bagarre aujourd'hui, c'est contre le tribalisme. Et donc, il faut en parler. Il faut en débattre. Il faut les débats publics. Nous avons des journalistes qui parfois me renvoient, je suis désolé de vous le dire, qui parfois me renvoient de la médiocrité. Vous avez des journalistes qui acceptent que les membres du gouvernement viennent leur dire tout et n'importe quoi et ils sont contents. Un journaliste n'est jamais content de la réponse d'un homme politique, de l'opposition ou du pouvoir. Il le massacre des questions. Je vous donne un exemple. Les journalistes sont devant le ministre Ondeli, accompagné de Christelle Sassou Nguesso et de Jean-Jacques Bouya. Qu'est-ce que le ministre des Finances nous dit? La dette chinoise, 1200 milliards de francs CFA, ça a servi à construire les édifices publics. Je voudrais répondre donc à votre question en deux volets, en les séparant. Le premier volet, et vous l'avez très bien dit, c'est celui de la dette. Et le deuxième volet, la Banque sino-congolaise pour l'Afrique
qui est un exemple, et vous l'avez dit vous-même également, de coopération, d'une bonne coopération entre le Congo et la République populaire de Chine. En ce qui concerne la première question, vous voulez quelques statistiques? Oui. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc, au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouya, à ma gauche, est plus capable d'ailleurs à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Nous avons tous accepté, personne n'a critiqué. Mais d'où vient le problème? C'est lorsque le Premier ministre, avec Jean-Jacques Bouya, qui était déjà avec Ondeli, quand Ondeli, le ministre des Finances, parlait, vient dire aux journalistes, vous aurez à noter, je le paraphrase, que tous les édifices que vous voyez là ont été construits sur fonds propres du ministère des Grands Travaux, et je félicite Jean-Jacques Bouya. Et Jean-Jacques Bouya est assis, et la journaliste qui est hypnotisée, je ne sais pas si elle est hypnotisée par la beauté de Koliné Makosso ou je ne sais pas, par le verbe de Koliné Makosso, ne relève même pas que, mais monsieur le Premier ministre, votre ministre des Finances a dit le contraire et votre ministre des Travaux publics était présent. Non, non, non. Regardez le comportement des journalistes. Aujourd'hui, la presse doit participer à ce débat. Vers quel modèle politique, vers quel système politique devons-nous aller pour sécuriser les comptes publics? Parce que le fédéralisme permet de sécuriser les comptes publics. Parce que l'argent ne peut plus voyager n'importe comment, puisque vous aurez le trésor national, Brazzaville, mais vous aurez les trésors des États fédérés dans leur département, dans leur État. Par exemple, à Ouesso, où va la richesse de Ouesso? Et c'est la responsabilité de ceux qui vont gérer Ouesso d'expliquer aux populations quelle richesse cet État fédéré, donc qui est aujourd'hui le département de la Sangha, quelle richesse il crée, quelle est sa démographie, quels sont ses moyens pour se développer et quels sont ses liens avec le secteur privé et autres. Et l'État vient en soutien, en parapluie, en soutien technique. Et chaque département comme ça. Alors, on peut dire que le Kwilu aura toujours plus d'argent avec le pétrole, mais c'est le rôle de l'État central de dire le Kwilu qui crée trop de richesse ne peut pas consommer toute la richesse, donc une partie sera ponctionnée pour subventionner les États fédérés, comme la Sangha, les plateaux, comment on appelle ça, la Likwala, par exemple, qui peuvent se retrouver en difficulté. Mais même ces contrées-là ont des potentialités. Par exemple, la particularité du Texas, c'est le pétrole. Mais d'accord, mais New York n'a pas de pétrole, et pourtant New York, l'État de New York est très, très, très développé. L'État de Washington, pareil. Et donc, la Sangha, non pas la Sangha, surtout la Likwala et la cuvette, ça peut être des zones d'industrie poissonnière. Ça peut être des zones du tourisme, mais ça se réfléchit. On connaît des pays comme la Tunisie, comme le Maroc, mais même certains pays asiatiques dont la première richesse reste le tourisme, même la France. La France, c'est toute une fête quand on dit que la France a été le premier pays touristique au monde, c'est-à-dire les touristes qui viennent, c'est du pouvoir d'achat, c'est de la richesse qui est créée. Mais il faut réfléchir. Donc, tous les départements du Congo, c'est-à-dire tous les futurs États fédérés du Congo, ne peuvent pas avoir le même modèle économique. Ça n'existe nulle part, même aux États-Unis. Le Texas n'a pas le même modèle économique que la Silicon Valley aux États-Unis. Hollywood, c'est le cinéma, donc c'est l'économie autour du cinéma. New York, c'est autour du business. Et le Texas, c'est autour comment on appelle ça, du pétrole et puis des armes. Et puis vous avez certaines contrées américaines qui sont plutôt agricoles. Et pourquoi au Congo, tout doit tourner autour du pétrole, comme si on parle du fédéralisme, ah là 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 là, donc ça veut dire, hein, nous n'allons plus jouir de l'argent du pétrole. Mais parce que ce sont les individus qui jouissent de l'argent du pétrole, pas la population. Ce sont les individus qui jouissent des richesses du Congo.
Lorsque vous avez la fille d'un général qui donne 1,5 milliard à son copain ivoirien, n'entendez pas seulement 1 milliard. Entendez combien d'usines. L'usine de Dangote, c'est 300 millions à peu près. Je ne le répéterai jamais assez. Donc, cette fille vient de donner 2 raffineries de pétrole, par exemple, à son copain. Et pourquoi cet argent n'aurait pas servi à développer des activités? Donc, soyons attentifs, soyons sérieux quand on parle des affaires du pays. Et toute idée ne peut pas être balayée en disant c'est du... Non, le tribalisme, nous sommes déjà en plein aujourd'hui. Vous avez entendu le général Nyangambwala, accompagné de Dabira et Okemba, des généraux de l'armée qui vous disent, nous, quand on s'est réunis, c'est l'avenir d'Embauché qui nous préoccupe. Mais comment pouvez-vous penser un seul instant que ces gens-là sont là pour l'intérêt national? Et on va traiter de tribalistes ou de régionalistes celui qui vous fait des propositions scientifiques avec des exemples concrets sur la décentralisation ou le fédéralisme. Non, chers compatriotes, soyons sérieux, soyons sérieux. Réfléchissons, réfléchissons. Nous avons beaucoup de cadres à l'extérieur qui ne peuvent pas rentrer à cause de tous ces problèmes-là. Donc, allons vers un modèle qui puisse donner à chacun sa juste place, peu importe le lieu où il est au Congo. Peu importe, dès lors que nous prenons à bras le corps nos problèmes, nos problématiques, mais en regardant avec beaucoup de sérieux, beaucoup de conscience et beaucoup d'humilité notre histoire. L'histoire, c'est ce qui s'est passé, mais il faut s'en servir pour construire un avenir. Celui qui ne regarde pas son histoire ne saura pas quel avenir construire. Il faut donc affronter les démons du passé. On n'a pas le choix. Il faut les affronter. D'où la commémoration. Qu'est-ce qui est dangereux? Mais c'est lorsque vous fêtez le 15 août, alors même que vous avez le corps de Debraza dans un mausolée qui a coûté 11 milliards de francs CFA. Vous imaginez? Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a dépensé 11 milliards de francs CFA pour construire le mausolée à un colonisateur, alors que vous mourrez de faim. 11 milliards de francs CFA. Allez voir combien a coûté la raffinerie de Pointe-Noire. Combien a coûté tel ou tel édifice au Congo. Combien coûte telle ou telle chose au Congo. Et avec 11 milliards, qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas fait ce mausolée-là d'un dictateur, d'un criminel qui a assassiné les Congolais, qui a été brigand, au point où la France qui l'avait mandaté l'a même déchu de ses fonctions et de la nationalité française. C'est pour cela qu'il était enterré en Algérie. Et vous avez une femme congolaise qui est payée très cher, un salaire très cher mensuel, pour surveiller les ossements de ce monsieur-là. Et ça, c'est normal. Et nous qui vous proposons des réflexions pour que le Congo aille bien, non, nous sommes des méchants. Alors même que on célèbre Debraza, on pourrait célébrer Jacques Opango. On ne célèbre pas Marien Ngouabi. On ne célèbre pas Massamba Deba et Yuru, Tchitchélé, mais on célèbre leur dictateur, Debraza. Donc aujourd'hui, nous devons faire face à notre histoire et réfléchir, parce que je pense pour ma part que le système actuel, avec un président de la République trop puissant, ça ne va pas. Les preuves, vous les avez tous les jours. Il peut vous dire, j'ai 14 000 milliards de générations futures, cet argent disparaît, il n'a de compte à rendre à personne. Il peut vous dire, je vais créer 100 000 emplois cette année, année de la jeunesse. Au final, aucun emploi n'est créé. Il envoie Thierry Mongala vous dire, c'est maintenant 2024, 2025, 2026, sans vous dire combien d'emplois on va créer quand même en 2024, avec une tournure langagère du genre, si je vous dis que des emplois seront créés d'ici le 31 décembre, je ne serai non pas dans le mensonge, mais dans une approximation statistique. Oh, génial. Il est bravissime, ce monsieur Thierry Mongala. Franchement, il est bravissime. Mais il prend les Congolais pour des idiots. Et comme pour déculpabiliser Denis Sassou Nguesso, on vous dit le président ne réfléchit pas, il décide. Tout ça, c'est des médiocrités pour nous faire perdre du temps et nous égarer. Aujourd'hui, le vrai débat. Où va la richesse du Congo? Où va l'argent que le Congo crée comme richesse? Pourquoi le niveau de vie des Congolais ne correspond pas à la quantité de richesses créées chaque année? Et pourquoi les Congolais meurent de maladies alors que le gouvernement vous dit que vous avez tous les hôpitaux, mais le gouvernement ne se soigne pas dans ces hôpitaux-là?
Donc voilà, chers téléspectateurs de R7, ce que je comptais échanger, partager avec vous. J'espère que vous allez être nombreux à liker, à commenter. Comme très souvent, j'apprécie vos commentaires qui me permettent aussi d'améliorer mon argumentaire. Ça, c'est très bien. On nous disait à l'école que la science évolue par erreur corrigée. Personne n'a le savoir absolu. D'ailleurs, Théophile Obenga venait de nous le rappeler. Les Congolais aiment discuter de tout. Ils sont spécialistes de tout. Bon, moi, je vous dis toujours, sur chaque sujet, allez voir des spécialistes. Ça, c'est la responsabilité des spécialistes aussi, de prendre la parole, d'expliquer les choses. Pourquoi on n'a pas l'électricité? Il faut que les ingénieurs en électricité parlent. Il faut qu'ils expliquent. Pourquoi on n'a pas d'eau potable? Il faut que les ingénieurs ou tous les techniciens dans la matière viennent parler. Pourquoi l'agriculture est médiocre? Il faut que chaque... Les Congolais disent « Tinsamuda Bangacho ». Et Rabelais disait « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Et donc, la critique de Théophile Benga est juste, mais ça suppose aussi qu'il appartient aux spécialistes dans chaque domaine de venir parler, de prendre la parole et d'expliquer non seulement pourquoi les choses ne marchent pas, mais aussi de dire comment faire pour que les choses marchent et s'il y a de la médiocrité ou de l'insuffisance quelque part, à quel niveau ça se situe, que ce soit au niveau présidentiel, au niveau Premier ministre, au niveau des ministres ou des directeurs, et les phénomènes de bébé noir pareil. Donc voilà ce que je souhaitais échanger avec vous. J'espère que vous allez être nombreux à apprécier ce document autour de l'hyper-présidentialisme et la proposition d'aller vers la décentralisation, mais surtout vers le fédéralisme, qui est un moyen pour lequel nous puissions tous être unis, nous puissions travailler ensemble, mais surtout que nos territoires puissent aller vers le progrès et que les populations soient vraiment dans le bien-être, sans être jaloux de telle ou telle tribu ou sans maltraiter tel ou tel groupe, mais que nous soyons tous égaux en tant que citoyens d'un même pays, même si il y a des petites différences culturelles, mais dès lors qu'on est cadre, dès lors qu'on est professionnel, on est d'abord et avant tout citoyens congolais et je vous demande, les Congolais de Brazzaville, de ne plus jamais vous identifier lorsque vous êtes à l'extérieur par rapport aux appartenances ethniques. Toujours par rapport à la nationalité congolaise, même à l'intérieur du Congo. Quand on vous demande tu es qui, je suis congolais. Oui, mais d'où? Mais je suis congolais. Oui, mais je suis congolais. Donc, inutile de dire je suis de tel. Non. C'est ça qui crée des divisions. J'espère que vous allez aimer et je vous dis encore à bientôt.